Donc moi, je vais vous parler d'images aériennes. Donc depuis Nadar, effectivement, et ses premiers essais en ballon, la photographie aérienne appelle le spectaculaire, elle suscite la fascination. L'abstraction du paysage, en fait, elle est produite par la hauteur et elle tend au formalisme bien souvent. Et donc tant de fois répétée sous la forme à la fois de la carte postale ou ensuite dans la photographie de personnes assez populaires comme Yann Arthus Bertrand, cette esthétique semble être devenue un peu un cliché en quelque sorte. Donc, dans le contexte écologique actuel, nombreux sont pourtant les artistes qui recherchent cette position surélevée en soulevant des enjeux parfois nouveaux. Cette approche esthétisante a pu être critiquée assez rapidement pour son ambiguïté. Le point de vue surplombant, en fait, qui s'éloigne tout simplement de la vision humaine, mais je vais me demander s'il est pour autant déterrestré au sens entendu par Bonneuil et Fressoz. Est-ce que de telles représentations, finalement, nous déconnectent des enjeux sociaux à l'échelle locale au profit d'une célébration esthétique de l'industrie? Ou bien est-ce qu'elles peuvent permettre de saisir des phénomènes complexes à appréhender depuis le niveau du sol? Alors, Edward Burtynsky combine au point de vue surélevé un œil de coloriste. Il transmue ces paysages dévastés par l'industrie en tableaux à la fois sidérants et somptueux. Ses œuvres relèvent en quelque sorte d'une esthétique de la catastrophe qui est pensée pour alerter sur l'urgence écologique. Le photographe canadien se rend en fait sur des sites qui sont vraiment dévastés par l'extractivisme, par la pollution ou par des aménagements anthropiques démesurés tels que des barrages, des autoroutes, etc. Le gigantisme des structures rappelle souvent pardon, l'ampleur démesurée des sinistres qui sont soulignés par la quantité de détails sur ces photographies, retenus au moyen d'une chambre grand format. Le recours également à un objectif grand angulaire qui déforme souvent les lignes de fuite, fait entrer une plus large portion de réel dans le champ, augmente ce sentiment donc de catastrophe. De plus, ces œuvres sont exposées sous la forme d'imposants tableaux photographiques ou dans des livres eux-mêmes de grande dimension. Mais c'est surtout donc ce point de vue surplombant et qui est vraiment systématique dans son travail qui frappe le regard. L'artiste photographie tout le temps depuis un promontoire, un hélicoptère ou un petit avion. Il ne lésine pas sur les effets visuels. De telles œuvres captivent donc instantanément le regard. Et le spectateur finalement peine à croire à la réalité des scènes qui sont photographiées. Alors en 2010, Burtynsky réalise un important livre qui s'appelle tout simplement Oil et qui regroupe son travail mené depuis des années sur le pétrole, depuis son extraction jusqu'à sa consommation en passant par son raffinement et son transport, sa consommation également dans les centres commerciaux autant que sur les routes et les autoroutes. Alors, il photographie les exploitations de sable bitumineux, notamment du pétrole brut de synthèse, obtenu par un mélange de pétrole et de sable, d'argile et de minéraux. Il enregistre les puits d'extraction, comme on a vu, autant que les pipelines, les raffineries, voilà, tout le transport du pétrole. Il photographie même la Packard Motor Plant à Détroit, qui est vraiment une ruine devenue un peu emblématique. Et puis les navires pétroliers, par exemple, qui sont échoués sur les côtes du Bangladesh pour y être démontés. Alors parmi ces épaves et ces cimetières de bateaux, il y a aussi c'est vraiment des restes humains en quelque sorte, et c'est le paysage lui-même qui semble aussi devenir une ruine. Le géographe David Lowenthal remarque que paradoxalement, nous sommes d'autant plus fascinés par les paysages faits de la main d'homme que nous tendons à les considérer comme des échecs d'hier plutôt que comme des promesses pour demain. Les images de Burtynsky renforcent cet attrait paradoxal pour les territoires altérés qui séduisent notre regard de contemporain encore si fortement empreint de romantisme. Alors, une vue intitulée Oilfield 27 est particulièrement spectaculaire. Enregistrée depuis les airs, les collines et les sillons alternent à perte de vue, comme autant de taches d'ombre et de lumière dorées qui circonvoluent en fractales baroques. L'étendue des stigmates infligés au terrain paraît infinie. Tandis que d'autres photographes contemporains, comme Robert Polidori à la Nouvelle-Orléans, qui se concentrent sur des conséquences dévastatrices de catastrophes dites naturelles, dont on sait désormais l'origine humaine, on est ici plutôt médusé face à l'ampleur de la dévastation causée par les activités directement humaines. C'est vraiment ces activités anthropiques qui sont données à voir, mais qui séduisent aussi donc, par leur plasticité. Il y a une réactivation d'un sublime, mais un sublime donc industriel en quelque sorte, un sublime technologique si on veut, dans la mesure où la puissance de l'homme a remplacé celle de la nature pour menacer ses propres conditions d'existence.
Cet aspect participe grandement de l'ambiguïté du travail de Burtynsky, hein. Pour le spectateur concerné par les enjeux écologiques, une représentation comme celle-ci est à même d'illustrer le caractère insoutenable du monde actuel. Les aspérités du terrain exploité symbolisent la lutte permanente contre l'entropie, qui ne peut conduire qu'à un inexorable accroissement du désordre. Une telle vision devrait nous rappeler que le monde a commencé sans l'homme et qu'il s'achèvera sans lui, puisqu'il n'a jamais rien fait d'autre que de précipiter une matière puissamment organisée vers une inertie toujours plus grande et qui sera un jour définitif, pour le dire avec les mots donc de Claude Lévi-Strauss. Mais ce genre d'image peut être interprété donc autant selon cette lecture, qu'on pourrait qualifier d'être en faveur de la décroissance, autant que selon sa conception inverse, en quelque sorte, qui serait confiante dans le progrès, dans la mesure où la représentation exalte aussi la beauté de ces vestiges et donc aussi de la puissance industrielle. Le travail visuel du Canadien, donc par son esthétique saisissante, soulève cette double lecture sans trancher pour un sens plutôt que l'autre, sans permettre de conceptualiser cette tension en dialectique. D'une certaine manière, les photographies d'Edward Burtynsky présentent des avantages et des inconvénients assez similaires à ceux de la notion d'anthropocène elle-même. En donnant le nom de l'humanité entière à l'époque actuelle, caractérisée donc par ces désordres écologiques, le terme anthropocène ne rend pas compte de l'inégale responsabilité des populations. Par son mode de vie, un Français ou un Américain n'a pas le même impact environnemental qu'un Éthiopien, de même que deux personnes appartenant à des classes sociales différentes au sein d'un même pays. Alors, au-delà de la prise de conscience individuelle, il convient en outre d'incriminer plus précisément certaines industries ou certaines pratiques écocides. Enfin, en montrant que la puissance humaine rivalise désormais avec les forces géologiques, le concept d'anthropocène apparaît donc lui aussi à double tranchant. Il a la capacité de suggérer l'ampleur considérable des phénomènes, mais il risque aussi de satisfaire un hubris technologique. De même, face aux images de Burtynsky, la sidération risque de prendre le pas sur la prise de conscience, en mêlant à la hantise une fascination ambiguë. L'artiste compare pour sa part les raffineries à des cathédrales et revendique la recherche de l'extraordinaire. Certains commentateurs ont fait remarquer que le photographe Burtynsky pourrait tout aussi bien, enfin ses photographies plutôt, pardon, pourraient tout aussi bien être affichées au-dessus du bureau d'un industriel pour vanter la force de son entreprise que brandies par des militants écologistes pour dénoncer la dégradation de l'environnement en question. Au lieu de s'inquiéter de l'impact humain, certains soutiennent que la technologie pourrait réparer les dégâts qu'elle a elle-même engendrés aujourd'hui. Ainsi, la géo-ingénierie, prônée désormais par Paul Crutzen lui-même, vise la régulation artificielle du climat à l'échelle planétaire, malgré les risques immenses que cette technologie représente. Ces solutions s'inscrivent dans la continuité en fait d'une conception d'un contrôle global qui s'est mis en place sans doute dans les années 60-70. Le point de vue surplombant adopté par Edward Burtynsky peut faire penser à la vision déterrestrée des photographies iconiques des missions Apollo, comme le lever de terre donc, et la bille bleue. Sans en être la cause directe, ces images-là ont pu participer donc, de la logique de contrôle global à l'échelle planétaire. En pleine guerre froide apparaît finalement la métaphore du spaceship Earth, pardon, donc le vaisseau spatial Terre, en vogue dans les cercles militaires, autant que chez les défenseurs d'une nouvelle forme d'environnementalisme politique. C'est la vision, en fait, on pourrait le dire, hein, d'une Terre close, une Terre-objet surpeuplée et limitée en ressources qui suscite à la fois la crainte et l'espoir, en tant qu'elle pourrait être menacée, mais en même temps contrôlée globalement pour faire face à cette menace d'origine justement humaine. Alors, dans son introduction à l'ouvrage d'Edward Burtynsky, élément essentiel, Joshua Schuster insiste sur la différence entre les images de la NASA que je viens de montrer, prises depuis l'espace, et les photographies de Burtynsky qui sont réalisées, selon ses mots, à une juste distance du sol, au point de contact entre la structuration et la déstructuration du paysage. Cependant, il s'agit bien d'une vision qui n'est pas celle d'un corps humain, mais d'une machine aérienne. Ce point de vue a le mérite de rendre figurables des phénomènes impossibles à appréhender depuis le sol. Mais en même temps, donc ce spectacle sublime offert à la contemplation perpétue cette célébration technologique en conférant au désastre une apparence photogénique, voire fictionnelle. En donnant le nom de l'homme à une époque géologique, la notion d'anthropocène réfère à une telle vision globalisante aussi dans le temps. Elle convoque un imaginaire spatio-temporel incommensurable, ce qui fait sa force pour pointer l'ampleur des enjeux écologiques et susciter l'adhésion peut-être aussi du plus grand nombre, mais c'est aussi ce qui fait toute son ambiguïté. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, je voulais mettre en perspective ce travail de Burtynsky avec celui d'Alex MacLean,
qui photographie depuis le ciel la côte est des États-Unis et du golfe du Mexique. Il publie donc un travail dans un livre qui s'appelle Impact et il soulève pour sa part finalement des problématiques géographiques et sociales qui sont propres à l'occupation des littoraux par la photographie aérienne. On peut retrouver parmi les phénomènes qu'il dénonce l'étalement urbain, l'accaparement par les plus aisés de l'accès à la plage ou encore l'impact écologique des activités de loisirs en particulier. L'esthétique des clichés de Macmillan s'éloigne un peu de l'œil coloriste de Burtynsky. Si certaines vues tentent tout de même de façon assez similaire à une esthétique de la catastrophe ou parfois au formalisme en jouant sur la répétition des motifs, d'autres images exploitent davantage la portée analytique de la position aérienne, conjointement donc aux informations qui vont être souvent apportées par les légendes dans ce livre intitulé Impact. Euh, alors, la vue de Marshfield dans le Massachusetts montre une zone marécageuse hein, avec des villas construites vraiment très très près de la mer qui sont menacées de submersion dans les prochaines années. La légende qui accompagne une autre vue, hein, celle de Beach Haven West dans le New Jersey, nous apprend que le lotissement a été implanté dans une zone humide, donc au début des années 50, mais que la loi américaine sur la protection justement de ce type de littoral a empêché la poursuite de l'urbanisation du marais. Donc c'est une sorte d'urbanisation en suspens qui fait écho à la formation même de Maclean, qui est urbaniste hein, de formation. Euh, un autre cliché, pardon, celui de Casper Island en Caroline du Sud, témoigne de l'érosion de la côte de près de 5 mètres par an, laissant au passage donc un cimetière d'arbres morts. La démarcation donc, entre le sable et l'eau partage équitablement la composition le long d'une ligne oblique, comme on peut le voir ici, dont les extrémités ne sont pas tout à fait placées en fait, aux angles de l'image, de telle sorte en fait, que il souligne en quelque sorte plastiquement en fait, la tension, c'est-à-dire la tension en fait, entre l'élément terre et l'élément eau, entre ces deux éléments que les activités humaines justement tendent à déséquilibrer, comme pour montrer qu'il y a un déséquilibre entre ces deux éléments. Habiter au seuil de l'eau, en quelque sorte, nécessite désormais une lutte permanente, hein, au risque d'aggraver la situation en déployant toujours plus de moyens pour tenter de lutter contre des forces dites naturelles, donc qui sont déréglées justement par les activités humaines. C'est ce type de rhétorique que déploie le travail d'Alex MacLean. Alors, en somme, on pourrait dire que la force de la photographie aérienne, comme de la notion d'anthropocène, fait aussi donc toute son ambivalence. Elle pourrait inciter à prendre la mesure des actions anthropiques sur le paysage. Il s'agirait alors de fixer depuis une perspective inaccessible au corps l'évolution des conséquences qui le dépassent. Il est alors loisible de penser et d'espérer que la photographie aérienne puisse jouer un rôle dans l'envie de préserver la Terre autant que ses ressources inestimables, plutôt que de l'exploiter toujours plus au risque de devoir la quitter totalement pour partir par exemple à la conquête de l'espace, ainsi que le projettent désormais certaines utopies technophiles. Mais il semblerait donc que tout cela ne soit possible en fait qu'en faisant appel à une sensibilité justement préalable à l'appréhension des images.